y nos va a hablar de la reputación de esos citizens o de esa gente anónima que reporta en Internet. Merci beaucoup. Eskerrik asko. Doy las gracias a Simón Peña y su equipo por su calidad bienvenida. Me siento muy honorado. Trato de hablar español, es difícil para mí. Agradezco a Ainara Osoro, estudiante de doctorado, joven y brillante, cuya tesis me dirigió en la Universidad de Burdeos. Muchas gracias por su hermosa traducción de mi texto en español. También gracias a la traducción simultánea, mi introducción y mi conclusión será en español. ¿Cuál es la actualidad del pensamiento de Habermas en la era digital? ¿Cómo pensar a la esfera pública digital, su accesibilidad, la racionalidad de los debates que se dan en su seno? Las nuevas formas de accesibilidad y de publicidad en Internet toman un aspecto más bien paradójico. El anonimato, la intrusión enmascarada, la suplantación de roles, la difamación, el acoso, o por el contrario, si pensamos en movimientos anónimos, la lucha política son hoy prácticas comunes. Hasta el punto de que el anonimato digital se ha convertido en una condición paradójica de la reputación. Por tanto, estas prácticas transgresoras, al crear eventos y al interpelar a los medios tradicionales, sin duda, confieren actualidad al pensamiento de Habermas. Le pouvoir réflexif de l'information. À partir de là, je m'exprime en français, j'espère que la traduction est assurée. Je considère que le journaliste professionnel intervient dans la sélection et le traitement de l'information, dans sa hiérarchisation, des informations qui jouiront dès lors d'un statut et d'une audience publique. Cette fonction traditionnelle, en anglais de gatekeeping, parce qu'elle justement hiérarchise l'information, parce qu'elle participe en même temps de l'agenda médiatique, de la formation de l'opinion publique, la rend définitivement accessible aux acteurs de l'espace public. Les journalistes, donc, parmi les acteurs de l'espace public, mais également les acteurs politiques, les communicants professionnels et bien évidemment les citoyens. L'accessibilité à l'information se conjugue dans la conception habermasienne de l'espace public avec la rationalité, ce qu'il appelle la rationalité et la publicité. L'accessibilité à tous les membres d'une société, l'échange public d'arguments supposés rationnels sont également en fonction de ce que je propose d'appeler dans les médias traditionnels, la presse, la télévision, la radio, et les médias numériques, les blogs, les réseaux sociaux, Twitter, ce que j'appelle le pouvoir réflexif de l'information, el poder reflexivo de la información. Autrement dit, la capacité d'un événement à déclencher des controverses dont l'intensité
est fonction de son impact public, mais également en fonction de l'amplification médiatique. Cette réflexivité, cette poder reflexivo, dans le cas de graves crises mondiales, par exemple, a un pouvoir d'élargissement de l'espace public. C'est ça qui est fondamental de mon point de vue. Tout en favorisant son accessibilité et l'échange d'arguments rationnels. L'exemple récent de la crise chez Volkswagen provoquée par la révélation d'une fraude logicielle sur les moteurs, 2,8 millions de moteurs équipés d'un logiciel fraudeur en témoigne. La réflexivité est à la fois cause et effet de la multiplication des éditoriaux. Elle répond aux exigences de la transparence, donc d'accessibilité, de la rationalité et bien évidemment de la publicité. On a là parfaitement résumé les trois critères constitutifs d'une conception déjà traditionnelle en fait de l'espace public selon Habermas, effectivement. Tout à fait. Mais un autre ejemplo, les révélations, les révélations d'Edward Snowden concernant la surveillance mondiale d'Internet par la National Security Agency américaine sont un autre exemple d'événements à fort pouvoir réflexif. De nombreux médias ont publié et commenté ces révélations. Extraordinaire. Hein. Cette conception très normative, universelle de la formation de l'espace public est aujourd'hui controversée, principalement en raison des facteurs susceptibles d'altérer ces trois critères constitutifs de l'espace public, selon Habermas. Pour ma part, je centrerai mon étude très courte, sur un phénomène que je juge émergent, puisqu'il concerne les paradoxes et les ambiguïtés qui rendent imprécises aujourd'hui, confuses et imprécises dans l'univers numérique, les frontières entre privé et public, les formes d'accès au débat public ou encore son horizon. Quelques mots sur l'espace public numérique. L'espace public investi par les usagers des multiples plateformes, où notre collègue anglaise en parlait tout à l'heure, ou applications aujourd'hui disponibles, Facebook, Twitter, YouTube, la blogosphère, enfin Twitter, Instagram, Snapchat. Cet espace numérique répond-il aux critères de la formation de l'espace public? J'y reviens selon Habermas. Le web et ses plateformes, les symboles numériques de l'individu, forment un espace privé peuplé d'acteurs qui se comportent, vous et moi, comme s'ils habitaient un espace public. Quand on utilise les réseaux sociaux, où est-on véritablement? Dans le privé ou dans le public? C'est la question. Un auteur français, Dominique Cardon, avance l'hypothèse selon laquelle, je le cite, « Les nouveaux internautes ont profité du fait qu'Internet était non seulement une agora, place publique, très publique, mais aussi un boudoir, un salon, où leurs propos ne seraient pas soumis aux critères d'une sélection traditionnelle. » Fin de citation. Pour autant, les médias numériques, aujourd'hui, c'est une évidence, peuvent être à l'origine le support de mouvements contestataires à très fort pouvoir réflexif, et donc amplifiant, en marge des organisations politiques traditionnelles et syndicales, et donc en l'absence de toute forme de leadership ou hiérarchisation politique. C'est ce qu'explique un auteur, un sociologue comme Manuel Castel, dans Networks of Outrage and Hope, Social Movements in the Internet Age, 2012. Il dit en substance que l'exemple des mouvements américains, espagnols, des Occupy et surtout des indignés en témoigne. Ainsi, c'est ça, les mouvements indignés, c'est les réseaux sociaux ont largement participé à l'amplification, à ce que j'appelle ce pouvoir réflexif. Plus on en parle, plus on en parle. Ainsi, les contenus fugaces des réseaux sociaux, fugaces en français, c'est rapide, fugace,
et de la blogosphère, la frénésie d'excitation, des messages courts, short message sur Twitter, sont les variantes numériques d'un espace public horizontal, à la fois non politique, apolitique au sens politique traditionnel, et en tout cas fortement contestataire. Je reviens à l'exemple des animés. Un mot sur las intrusiones digitales, las estrategias privadas publicas. Mais la frontière, donc, dans les mondes numériques entre sphère privée et sphère publique est bien évidemment imprécise, j'y reviens. Je reviens encore à Dominique Cardon. Pour tout ce qui est publié sur le web n'est pas nécessairement public, dit-il. Pour autant, les interférences aujourd'hui constatées entre ces deux sphères, privée et publique, sont précisément liées aux dérives polémiques, commerciales, voire marketing, provoquées par justement l'exploitation marketing des données personnelles, par la surexposition de l'intime, le soi, provoquée par des utilisateurs malveillants. Autrement dit, lorsque les risques d'une atteinte à l'intégrité, à la réputation, à l'identité d'un utilisateur d'une plateforme sont publiquement caractérisés. Le commentaire public qu'on peut faire en public de ces problématiques porte sur les conditions, la portée, les dangers de ce que je propose d'appeler une intrusion numérique dans l'espace personnel. On est tous contrôlés par, c'est une évidence, par Google, on le sait bien, bon, c'est une évidence. Mais où commence l'intrusion? Où commence-t-elle? De toute évidence, une opération de recrutement banale qui s'appuie sur une recherche d'informations sur un candidat via Google peut être jugée intrusive dans la mesure où elle se fait à son insu. On peut être recruté sans le savoir, hein, bien évidemment. L'exploitation de données à caractère personnel ou de ce que en anglais on appelle privacy, excusez, hein, pour désigner ces formes d'intrusion du privé au professionnel dans le privé personnel, sont au pire des pratiques invasives, voire transgressives. La stratégie de développement commercial de Google et plus récemment de Facebook, la monétisation de son audience, le ciblage de la publicité, en constituent des exemples significatifs. Autrement dit, à la valeur symbolique, un trago de agua, à la valeur symbolique de l'intime, liée de l'identité intime, liée à la réputation individuelle, sur les réseaux sociaux, aux échanges autobiographiques tels qu'ils structurent les relations intersubjectives, s'ajoute une valeur marchande qui résulte de la manière dont sont captées et utilisées les informations à caractère personnel au profit d'une marque commerciale. La transgression de la sphère privée, intime, est constatée dès lors que sont publiés sur Internet et à leur insu, documents, textes, images, photographies, vidéos, révélant l'intimité d'individus, et notamment de personnalités réputées du monde politique, culturel et sportif. Mais dans un registre plus politique, on a l'inverse. Si vous voulez, Hillary Clinton, candidate à la primaire démocrate aux États-Unis, vous le savez, vient bien malgré elle, on ne sait pas trop si c'est malgré elle, de fournir un bel exemple de confusion entre sphère privée et sphère publique en utilisant une boîte email personnelle pour transmettre des messages à caractère privé, mais également une très grande quantité d'informations confidentielles et sensibles. Inutile de vous dire que cette affaire a fait, on dit en français, un tabac, enfin, je ne sais pas comment on peut traduire un tabac, un grand bruit. Elle est rapidement devenue une affaire publique, elle a rebondi dans la sphère publique sous l'impulsion des opposants républicains. Ce mélange des genres, confusion est constante. Mais on peut observer le processus inverse. Un projet, ça qui est intéressant, un projet à caractère public peut masquer une stratégie professionnelle ou politique à caractère privé. C'est ce que une jeune auteure canadienne, Sophie Boulet, appelle en anglais, enfin,
l'astroturfing. J'ai eu du mal à traduire ce qu'elle voulait dire par astroturfing. A-S-T-R-O-T-U-R-F-I-N. Astroturfing. L'astroturfing, dit cet auteur, est une stratégie de communication dont la source réelle est occultée par qui prétend à tort être d'origine citoyenne. Pour prendre un exemple banal et trivial, si vous voulez, je peux être client d'un hôtel, et si moi-même, en tant que directeur de l'hôtel, je peux employer je ne sais pas comment les appeler, des professionnels pour témoigner de ma satisfaction, en tout cas insérer des notes de qualité. Vraiment. L'auteur cite l'exemple de rubrique d'offres d'emploi, justement. Des organisations et des entreprises, dit-elle, privées, cherchent des blogueurs pour rédiger des commentaires positifs ou négatifs à propos de leurs produits sur des plateformes contributives. Ce n'est pas le cas, bien évidemment, mais si j'étais directeur d'un hôtel, je serais peut-être tenté, effectivement, de faire appel à des professionnels pour taper des commentaires. C'est ça, ce qu'on appelle l'astroturfing. On masque, si vous voulez, les sources privées, effectivement, d'un commentaire qui, à l'arrivée, est public. Et retombe toujours dans cette problématique de l'hybridation, de la confusion entre privé et public. Dans un registre, bientôt terminé, bien différent, quelle sorte de réputation ou quel type d'identité numérique visent ces nouveaux occupants du web qu'on appelle communément des trolls? Ces individus malveillants, injurieux, polémistes, sectaires, et bien évidemment affublés d'un pseudonyme. Le trollisme serait-il, sans jouer sur les mots, un avatar dans l'usage des forums sur Internet? Le cas récent de Joshua Goldberg, ce troll américain de 20 ans, qui sous de fausses identités d'activiste ou d'usurpation d'identité réelle, est exemplaire de ce comportement de pirate numérique. En revanche, ça c'est clair, je vous renvoie à cet exemple cité dans la presse récemment, j'entre pas dans les détails. En revanche, l'intrusion numérique peut d'emblée faire l'objet d'une action publique et politique. Dans ce cas, l'acte intrusif peut être revendiqué comme un acte politique dès lors qu'il se réclame une cause, on peut le dire, rationnelle et éthique, et c'est le cas, bien sûr, par exemple, des hackers Anonymous. Ça, c'est important. La mascara militante et la reinvention de l'espace publico. Les hackers Anonymous font de l'action masquée dans la sphère publique numérique un principe d'action politique. Paradoxalement, de tels hackers ne sont pas anonymes puisque le masque de Guy Fawkes est devenu le symbole d'un mouvement critique de très grande ampleur, à la fois mobilisateur et pérenne, et en fournissant aux collectifs protestataires une identité publique et politique, cette image, ou dans le jargon du web, ce qu'on appelle ce mème, aura largement contribué à la réputation internationale et intergénérationnelle en fait, de ce mouvement. Au fond, Anonymous reprend les attributs sémiotiques des mouvements de rue, les mots d'ordre, les effets de tribune, les voix et les visages de la protestation de masse. Peu importe au fond de savoir qui est derrière le masque concernant ce militantisme hacker. Seul compte dans son pouvoir d'agitation cette symbolique contestataire, protestataire, son pouvoir d'interpellation des médias traditionnels. Le masque fait irruption dans le débat public, qu'il oriente, qu'il structure dans cette forme de contestation et de perturbation de l'ordre public. L'auteur cède la place aux spectateurs du trouble et du désordre. Conclusion. Evidentemente, en el espacio público de la internautas, la toma de palabra es la expresión de un punto de vista, de una reivindicación, de una indignación. Alimenta una controversia, la mayoría de las veces corporativista, tal vez bajo la cubierta del anonimato. Admitimos que está lejos de responder a los criterios de Habermas a propósito del espacio público tradicional. En la web, la accesibilidad es un asunto de impulsión. La publicidad se resume a la talla de un foro, de un blog o red social.
la racionalidad no tiene sino poca relación con el juicio de un experto. Dominique Ardon, encore lui, afirma que una sorda lucha se desarrolla hoy por el control de las herramientas permitiendo recuizar a posteriori las formaciones en la web. Fin citation. Se debe, por tanto, concluir que los gatekeepers, los expertos del espacio público tradicional, deben tener la última palabra, son sobre todo garantes de la libertad, de la transparencia y de la transmisión de la palabra crítica en el debate público. En una perspectiva que revela el ideal democrático, dan cuenta de la pertinencia, de la gravedad del poder reflexivo de la palabra pública, sea cual sea su fuente o su soporte. En una perspectiva crítica, y para volver al objeto de nuestro estudio, la usurpación de la identidad, la captación con fines comerciales de las identidades digitales, el astroturfing, el trolling son las transgresiones que alteran el personaje público o el valor público de los individuos y, por tanto, no pueden escapar el debate público. Los postulados éticos que fundamentan el planteamiento de Habermas siguen siendo de actualidad. Muchas gracias y perdón por mi español. Sí, merci. Gracias. Eskerrik asko, mi esker. Bueno, ahora ya empezamos el turno de preguntas. Galderari baituzue, orain duzue aukera. Bai. Hola, buenos días. Usted ha comentado en su intervención que se ha producido una revalorización del concepto habermasiano de espacio público en el ámbito digital y me gustaría saber su opinión en relación al hecho de hasta en qué medida o hasta qué punto esa revalorización se ha quedado ensombrecida por factores como el nivel de ruido que existe actualmente en las redes sociales, que ensombrecen en algunos momentos el diálogo o el debate público, y también por hechos o factores como el tipo de temas que se discuten o el hecho de que se utilizan muy a menudo los medios sociales para dar a conocer o ensalzar el ámbito de lo privado. Muchas gracias. Oui, c'est la grande question. Enfin, je réponds en français. Effectivement, je réponds en français. Les réseaux sociaux, la blogosphère, l'espace public, numérique, effectivement, jouit d'une certaine autonomie publique, non hiérarchisée, non contrôlée par les journalistes professionnels, horizontale. J'ai tendance à croire que les réseaux sociaux forment une sorte d'espace public de totale liberté, d'engagement. Et c'est une façon de redonner aux citoyens que nous sommes tous individuellement un véritable pouvoir d'engagement. Il y a, en français, je dirais, une sorte de raccourci entre la parole individuelle citoyenne et la possibilité qu'elle a de se faire entendre dans le plus grand des horizons. C'est ça. À ceci s'ajoute le nombre, la quantité incroyable. Tout le monde peut se saisir d'un écran, Facebook, et exprimer une opinion. Sauf que la différence, c'est subtil, c'est que cette parole politique qui forme un espace public numérique d'aujourd'hui, elle a un statut discursif, sémiotique particulier. Ce sont des short messages, courts messages.
Court message, c'est un peu ce qui a été, on l'a beaucoup glosé sur la question à l'origine du succès révolutionnaire en Tunisie. Un SMS, short message, mais ça multiplié par des millions, ça forme un espace public d'un type particulier, d'une sorte de concaténation, d'intégration de petits courts messages, horizontaux, sans hiérarchie syndicale. C'est un peu comme si le peuple, dont on se réclame tout le temps, avait, par le moyen numérique, acquis une véritable et authentique autonomie, une puissance incroyable, une puissance contestataire incroyable. Je reviens au mouvement des indignés, largement relayé par les réseaux sociaux, et c'est pas également. Cet espace public est tout à fait... Je ne sais pas si... Il faut qu'on y réfléchisse. Beaucoup. Il y a beaucoup de problématiques intéressantes. En même temps, je ne veux pas me faire trop long, hein. J'y reviens en résumé. Le citoyen joue d'un rôle, un pouvoir véritable dans cet espace public numérique. Mais sa parole, elle a la taille de son intervention, si j'ose dire, elle est courte, un message court. Mais ce qui compte, c'est la multiplication, le nombre, les millionnaires de petits messages qui forment à l'arrivée un mouvement contestataire et sont à l'origine d'un mouvement social important. Voilà, moi, l'image, la conception que je me fais aujourd'hui de l'espace public. Je ne sais pas ce qu'en penserait Habermas aujourd'hui, il est très âgé, évidemment, on a beaucoup critiqué. Mais je résumerai ça, aujourd'hui, je dis ça, j'espère. Bon, il n'est pas là pour me répondre, évidemment, j'aimerais bien, mais... Ce que je peux dire, bien sûr, c'est que les espaces publics numériques sont aujourd'hui extrêmement accessibles. C'est ça, c'est son accessibilité. Et peut-être aussi sa publicité, évidemment, sans doute. Mais la rationalité, je ne sais pas trop, je nuance ce que j'essaie de dire, une rationalité teintée d'émotion, quelquefois de violence verbale. Je ne sais pas si c'est toujours rationnel. Il y a un sujet de thèse là-dessus aussi. J'étais un peu long, pardon, excusez-moi. Pardon. Galdera gehiago? ¿Más comentarios? ¿Dudas? Vale, bye. Sobre el poder de agitación y tal y como ha titulado usted su charla, profesor, sobre la reputación de la gente anónima, creo que todos y todas hemos visto en las redes sociales cómo hay determinados líderes de opinión, tanto digamos nacionales como internacionales, que han sido recogidos por la gente anónima y multiplicados 1 y 1000 veces. Y puedo estar pensando en Galeano, por ejemplo, puedo estar pensando aquí en el profesor San Pedro, ambos ya fallecidos, pero podemos seguir por Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay y actual senador en Uruguay, que la gente anónima recoge y traslada porque entiende que ese poder de agitación es un poder de liberación. Frente a esto hay algo que usted ha dicho y que es verdad que lo decimos, pero seguramente como estudioso puede ilustrarnos mucho cuando usted ha dicho y ha afirmado todos estamos controlados por Google. Eso está claro, ¿no? Usted lo ha dejado así. Y yo digo, ¿qué es lo que más nos debe preocupar de ese control de Google frente a esta otra liberación a través del pensamiento de los grandes popes? Si j'ai bien compris la question, quel est le plus important? C'est ça. Ouais. J'ai envie de vous dire de manière un peu sans doute triviale que Google me laisse indifférent. Tant mieux. On laisse des traces de soi-même.
une nouvelle forme de marché, une nouvelle forme de marketing. Je ne me sens pas agressé au fond par Google. Et aussi Facebook, effectivement. C'est vrai. Que laisse-t-on de soi-même comme trace de soi-même sur ces réseaux sociaux? Des fragments de soi, je dirais en français, qui ne sont pas forcément, qui forment un espace public commercial. Puis j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux. C'est une forme moderne du marketing, de toute façon, ce qui est l'obsession du marketing, de bien connaître sa cible. Mais bon, pour l'instant, le trollisme, inversement, est beaucoup plus dangereux parce qu'il est anonyme, il fait beaucoup de mal, et peut provoquer, bien sûr, dans certains cas, des suicides. C'est très dangereux. Goldsberg est épouvantable, il est origine d'attentats, enfin c'est épouvantable. Mais, toujours si je réponds bien à la question, maintenant les anonymes maintenant, qui reprennent les paroles publiques, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'on en arrive vraiment à une sorte d'intégration réussie. Une certaine forme d'espérance politique. Les anonymes relaient la parole publique des gatekeepers, des hommes politiques qui s'expriment dans l'espace public. Tout ça forme un monde idéal, au fond. Voilà, moi, à mon avis, c'est ça. Mais, encore une fois, les anonymes, à partir du moment où on utilise... Qu'est-ce qu'un anonyme? On utilise... le mot en français est assez compliqué. L'anonyme... n'est pas forcément l'antithèse de la réputation. C'est quelqu'un qui n'est pas connu dans la sphère publique, qui, comme n'importe citoyen, peut s'exprimer. Qu'on appelle en français, c'est un hétonyme, quelqu'un qui habite un lieu, localement, qui prend la parole, qui n'est pas connu. Il est anonyme, bien sûr, mais il peut se faire entendre parce que sa parole est multipliée par des millions d'autres. Il peut relayer finalement une parole déjà prononcée par une autorité politique dans l'espace public. Enfin, c'est voilà, j'espère avoir répondu. No sé si alguien quiere comentar algo más. Listo. Vale, bueno, eskerrik asko, merci beaucoup. Mi esker, eta, bueno, horrela bukatzen dugu bigarren islari